Nous sommes à quelques 8 mois, bien sûr, de l'élection, la prochaine élection présidentielle. Les Congolais ne savent toujours pas à quel sens se vouer. C'est le moment de leur indiquer, de les informer sur ce que vous êtes en train de faire afin de renverser le rapport de force. Je sais qu'il existe déjà, bon, en voie de création, il faut le dire comme ça, un rassemblement des forces du changement, je ne sais pas si le MPA est membre aussi, est désormais membre de ce rassemblement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait sur le terrain pour que les Congolais sachent au moins ce que vous faites pour inverser le rapport de force? Le rapport de force, je vous l'ai dit, c'est une donne qui dépend du temps. Et c'est sûr que le renversement, parce que les Congolais, vous voyez, nous parlions tout à l'heure de la pandémie, même si c'est encore une épidémie de choléra, les Congolais sont dans une souffrance sans pareil. Et c'est sûr, ils écouteront les discours, les propos tenus par les uns et les autres, et nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que l'approche analytique faite par cette plateforme qu'on appelle le rassemblement des forces du changement, ce que nous allons tenir comme discours sera partagé par le peuple congolais et à partir de là, c'est sûr, le renversement des rapports de force se fera. Tout à l'heure, il y a Benoît Youlou qui a développé voilà, un certain nombre d'aspects sur cet arrêté. Vous avez parlé du rassemblement des forces du changement. Et voilà une manœuvre qui vise évidemment à déstabiliser ce rassemblement. Nous convenons que c'est une décision arbitraire, parce que, Arbitraire. je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte Il y a- fondé sur aucune base légale. Tout le monde a vu. Maintenant, vous, à l'opposition, comment vous je, avez abordé la situation politique maintenant, en sachant que sur vos têtes, il y a cette épée Damoclès, c'est-à-dire, bon, Benoît Youlou l'a dit, c'est pour attendre l'opposition au tournant. Comment vous je, entendez aborder désormais la situation politique sous cet arrêté-là? je voudrais d'abord montrer que l'opposition ne croit même pas qu'il y a un épée de Damoclès sur sa tête. Et je vais le démontrer. Vous voyez donc un texte, cet arrêté-là qui a été pris, il faut dire que très vite, l'opposition a réagi. Le président Clément Miarassa a montré que cet arrêté était inique. Le président Yombi, Jean-Jacques Serge Yombi, a réagi aussi pour montrer que c'était un texte inique, parce que ces partis existaient depuis très longtemps. Le fait que les gouvernants aient rencontré l'opposition, c'était une reculade. Et là, c'est le directeur général De l'administration du de territoire, oui. l'administration du territoire qui a eu ce courage-là pour pouvoir chercher à rattraper les Probablement, choses probablement sur instruction du ministre. sur instruction après avoir découvert leur erreur, leur analyse administrative des faits. Donc, on envoie ce directeur rencontrer l'opposition. Et ce dernier vient dire, bon, mais voilà, n'en tenez pas compte. Mais il a affaire à des intellectuels. Pour ne pas en tenir compte, il faut qu'il y ait un autre Notre arrêté arrêté qui abroge. proposé par le ministre qui abroge donc l'arrêté de 1726 qui était pris, là, 1726, là, qui était pris. Et ce qui est, enfin, je ne vais pas avoir des qualificatifs un peu déplacés, mais eux, ils veulent amoindrir les forces de l'opposition en disant, bon, on va écarter les partis politiques. Bon, c'est leur logique. Mais parce qu'on va vers une élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu avec le peuple, avec la nation. Donc l'individu Mierassa, même s'il n'est pas dans un parti, il peut se lever et dire, moi je vais être candidat à l'élection présidentielle. Mais M. Mirassa, qui était le président d'un parti ou bien d'une plateforme, les forces du Du changement, changement, oui. en tant qu'individu, il utilisera le même langage, il défendra le même idéal qui va être partagé par le plus grand nombre des Congolais. Donc, mais voyez, je peux vous prendre l'exemple du général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko avait créé d'abord un premier parti en 1996 le MRC, le Mouvement pour la réconciliation des Congolais.
Et chemin faisant, dans sa vision politique, il s'est dit, je ne vais plus me limiter à un parti politique, cette fois, je vais rassembler les gens autour de moi. Il définit son idéal et il se retrouve avec des partis, des associations, des individualités. Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Nous sommes là devant les Congolais. N'avait-il pas gagné? Écoutez, bon, déjà le principe du MPA et de la plateforme, je présume, suppose que les élections pour nous, c'est un non-sens. Mais si d'aventure on allait aux élections, il y a des préalables que nous avons au niveau du MPA. Bon, maintenant, ces préalables, nous les avons définis. S'il faudrait que je les énonce, je le ferai tout à l'heure. Mais je vais en arriver directement à la conclusion. Mais enfin, supposer que Sassou et Toumi arrivent en tête de liste et Toumi gagne les élections et que Sassou les conteste. Ça signifie qu'il y a une clé Damoclès, c'est-à-dire un piège tendu qui voudrait que le pays s'embrase. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de votre fidélité. Nous sommes dimanche 3 août 2025 avec moi sur ce plateau Jean-Paul Ebengam, délégué général du Mouvement pour Agir MPA. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christian, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver avec toi. Merci d'être avec nous sur RCT. Nous avons également Benoît Youlou, contrôleur interne des finances du Mouvement pour Agir MPA. Bonjour Benoît. Bonjour, mon très cher Christian Perrin. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver sur ce plateau et ce d'autant plus que non seulement on s'adresse à la nation congolaise, mais à l'opinion internationale. C'est donc un grand plaisir de se retrouver là parce que cette télé numérique est celle qui est considérée comme le porte-voix des sans-voix. Et j'en suis toujours ravi, sinon satisfait d'être sur ce plateau pour lancer un message qui consiste à éveiller la conscience de tous les Congolais, ceux qui veulent et entendent à ce que ce pays change, parce que nous sommes enfoncés dans une situation inextricable et il faut nécessairement qu'il y ait un changement. Je vous remercie. Merci de votre disponibilité pour cette interview qui portera sur la nécessité ou non d'organiser une élection présidentielle au Congo-Brazzaville en mars 2026 dans le contexte d'un chaos total, d'un pays totalement ruiné. Vous le savez comme tout le monde que le peuple congolais vit sous un régime qui a méthodiquement détruit les fondements de l'État, étouffé les libertés, anéanti les droits sociaux et dépossédé le Congo-Brazzaville de ses ressources économiques au profit des multinationales. À l'approche de l'élection présidentielle prévue en mars 2026, une évidence s'impose, le Congo ne peut plus continuer ainsi, pour reprendre les notes d'une tribune signée par Bernardin Dilou, un article que vous trouverez encore sur le site d'information Congo Liberty, animé par Mingwa Biango. L'article a été publié le 1er août 2025, intitulé « Pas d'élection présidentielle en 2026, une mascarade à dénoncer, un sursaut à exiger ». Voilà, on en parle donc aujourd'hui avec les membres du Mouvement pour Agir MPA. Mais avant d'aborder le volet politique, je souhaiterais que l'on commence par la santé. Une résurgence du choléra au Congo-Brazzaville, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Rosaire Ibarra, que je vous propose de suivre en extrait. Et conformément aux dispositions du règlement sanitaire international dont la République du Congo est signataire, le gouvernement de la République, par ma voix, déclare l'épidémie de choléra dans le district sanitaire de l'île Mbamou, département de Brazzaville. À ce jour, 103 cas suspects, dont 12 probables décédés, ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, le choléra est une maladie diarrhéique très contagieuse due à un bacille à gram négatif Vibrio cholerae.
Bien voilà, alors, chers messieurs du mouvement pour agir, quel commentaire faites-vous de cette résurgence du choléra au Congo-Brazzaville? C'est-à-dire un pays totalement appauvri, je l'ai dit tout à l'heure, où les populations moquent désormais de tout ou presque. Eh bien, euh, Monsieur Christian Perrin, vous savez, le choléra, c'est une maladie qui a pour cause l'infection par des bactéries. Et cela montre bien l'état d'insalubrité rencontré surtout dans les grandes agglomérations de notre pays, en particulier à Brazzaville. Vous voyez, le choléra est dû à la contamination généralement des eaux. Cela montre bien que les Congolais, depuis un moment, depuis que le pays est en train de s'enfoncer dans la misère par une gestion calamiteuse par les gouvernants actuels, vous voyez bien qu'on vit, surtout quand vous êtes à Brazzaville, les rues sont parsemées d'immondices, on est vraiment dans une insalubrité sans précédent. Et tout cela fait que l'eau facilement peut être contaminée et puis les gens, les habitants de ces agglomérations ou de ces lieux consomment cette eau et puis facilement peuvent être donc atteints de choléra. Vous voyez? Et comme les Congolais dans ces grandes agglomérations ne sont pas alimentés convenablement en eau potable, voyez, quand vous êtes à Brazzaville, les gens sont obligés d'avoir des bidons de 20-25 litres, parcourir de longues distances pour avoir de l'eau potable, donc à quantité très insuffisante. Ben, vous voyez, donc le reste de la population, le plus souvent, se retrouve à consommer de l'eau qu'elle pourra rencontrer ici et là, et donc facilement être atteint, contaminé par ces bactéries. C'est bien malheureux. Et même l'eau traitée à Brazzaville, ce n'est pas une potabilisation exigée. Vous voyez bien l'eau qui coule des robinets, l'état de l'eau colorée, donc très maltraitée, parce que même pour le traitement de cette eau, il faut de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Mais vous savez bien comment les Congolais sont alimentés en énergie électrique, donc l'État n'arrive même plus à traiter de l'eau convenablement pour rendre accessible aux populations. Nous avons atteint le fond. Nous avons atteint le fond. C'est l'incompétence des dirigeants. Et là, je crois que quand ces mêmes dirigeants demandent à perdurer au pouvoir, je crois qu'il est grand temps que les gens prennent conscience, que les populations prennent conscience, qu'ils leur disent non, arrêtez, trop c'est trop pour l'instant. Merci Jean-Paul Ebenga. Nous avons également, je le disais tout à l'heure, Benoît Youlou. Alors, Benoît Youlou, la résurgence du choléra au Congo-Brazzaville. Et lorsqu'on entend le ministre, ben voilà, les mesures, comme qu'il dirait, de prévention, c'est de se laver les mains, de nettoyer les aliments avec de l'eau potable, je reprécise, de l'eau potable qui n'existe malheureusement pas au Congo-Brazzaville. Bien conserver les aliments, bien conserver, il faut avoir aussi de l'électricité pour faire fonctionner les congélateurs et tout ce qui y va. Et voilà. Lorsqu'un ministre de la Santé au Congo s'exprime ainsi, conscient qu'il n'y a pas d'eau potable au Congo, il n'y a pas d'électricité stable, mais il demande aux Congolais de se laver les mains. Euh, Comment vous interprétez ça? Mais vous savez, mon très cher Christian Perrin, c'est vraiment un aveu d'échec. C'est même un indicateur cuisant d'une politique qui n'entend pas satisfaire l'intérêt général. Un peu du Dans un cynisme? pays, pardon, je n'ai pas bien Un peu du suivi, cynisme? un peu du cynisme. C'est même vouloir se moquer du peuple congolais. Parce que le politique, c'est celui qui prévoit. Il voit toujours plus loin que le commun de mortels, le lambda, le citoyen lambda. Mais quand un ministre arrive devant le peuple et se targue de vouloir produire des conseils, alors que le travail devait être fait en amont, c'est vraiment un aveu d'échec. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme le Congo, qui regorge plein d'eau, et que nous soyons incapables d'assurer la satisfaction de l'intérêt général, en ce sens, assurer une vraie politique d'assainissement pour apporter de l'eau aux citoyens. Nous avons le fleuve Congo,
nous avons le Djé, nous avons pas mal d'affluents, et le Congo est incapable d'apporter de l'eau potable aux citoyens pour garantir la santé des gens. Finalement, les préoccupations de nos dirigeants sont ailleurs, tout simplement. C'est vraiment un aveu d'échec. Porter des conseils alors qu'eux, ils sont investis d'une mission d'intérêt général, ne font rien. Il faudrait maintenant que le particulier, c'est-à-dire l'individu, s'arroge ce devoir-là, c'est que les gens ont échoué lamentablement. Ils ont échoué lamentablement à leur mission. Il nous faut nécessairement prendre conscience que ces gens-là sont incompétents et qu'ils ne peuvent rien apporter au peuple congolais. Il faudrait nécessairement que ça change. Mais mes chers compatriotes, ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'ils sont aux affaires. Et ces gens-là se targuent de vouloir demander à ce que leurs candidats se présentent. Mais pour nous apporter quoi? Pour nous apporter quoi de plus? Non, arrêtons, arrêtons. Il est temps que ça change. Il faudrait que le peuple congolais prenne conscience que ça ne va pas et que trop c'est trop, quand c'est beaucoup trop c'est mauvais. Enfin, voilà la réponse un peu que je Trop, souhaitais c'est trop, apporter. évidemment. Je repars donc vers Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, nous avons un gouvernement congolais qui compte, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 37 membres, hein, 37 ministres, c'est quand même beaucoup. Et j'essaie de prendre la moyenne de 30 ministres payés en moyenne à 15 millions de francs CFA parce qu'il y en a qui gagnent 25 millions par mois, sans compter les frais généraux, d'accord? Donc, si on prend 15 millions par ministre, nous sommes autour de 500 millions de francs CFA le mois pour payer rien que les membres du gouvernement. Et l'année, ça nous fait pratiquement 6 milliards. Alors, si je value sur 20 ans, nous sommes presque à 120 milliards de francs CFA que ce gouvernement a. Voilà, c'est de l'argent du contribuable congolais. Et pour quel résultat? Le résultat, c'est ce que on a commencé d'ailleurs à évoquer tout à l'heure, la résurgence du choléra. Au niveau de l'économie, vous avez entendu le ministre des Finances, par exemple, nous dire que payer les salaires, les bourses, voilà, garantir les services sociaux, c'est devenu, mais vraiment, l'acrobatie. D'accord? Du côté comment on appelle ça, des affaires sociales, Madame Kimbatsa a dit, ben voilà, elle connaît la misère des Congolais, elle côtoie la misère des Congolais qui n'ont plus la possibilité de s'attraper même des plaquettes de paracétamol. Vous savez que c'est 50 francs CFA ou 100 francs CFA, on le trouve dans le marché. Mais les Congolais n'ont même plus ces possibilités-là, ou de s'attraper un petit bout de pain. Les Congolais n'ont plus la possibilité de s'attraper même un petit bout de pain. Lorsqu'on a pris tout ça, quelle analyse portez-vous sur cette situation, d'abord du Congo? Le paradoxe entretenu par ceux qui nous dirigent. Vous avez la ministre des Affaires sociales qui pointe du doigt l'état de paupérisation des populations. Elle relève bien que les Congolais ont des difficultés à pouvoir s'acheter même une plaquette de paracétamol. C'est pour montrer que le pouvoir d'achat est très faible en général. Et paradoxalement, vous avez des gouvernants qui gagnent des millions par mois. C'est comme si le but de se retrouver à la tête d'un pays en train de diriger, c'est chercher beaucoup plus à s'en mettre plein les poches. Mmh. Donc l'intérêt général, ce n'est pas leur préoccupation. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Vous avez le ministre des Finances lui-même qui est perdu. Pourtant, c'est un jeune cadre, on le reconnaît, qui a travaillé, même en France, qui a assumé des responsabilités dans des organismes assez bien élevés. Et là, il arrive au Congo. En moins d'un an, il est déjà perturbé. On est en train de consumer même les cadres en moins d'un an. Le ministre des Finances qui lui-même se présente encore devant son personnel, notamment les douaniers, et il s'étonne qu'il n'y ait plus d'entrée financière conséquente. Soit c'est le pays qui est dans de graves difficultés au point où tous ceux qui font des commandes à l'étranger et autres pour que les services de douane fonctionnent, mais l'État n'a plus de capacité de commander quoi que ce soit, les entrepreneurs n'importent plus, et puis voilà, le service de douane n'a plus d'entrée. Et en plus de cela, leur comportement, le vol, la gabégie et autres. Alors, mais le ministre des Finances, il a quand même un personnel de contrôle, il a des inspecteurs.
Il n'a pas à aller pleurnicher devant les douaniers pour leur dire, mais les gars, réveillez-vous et autres. Mais il met en branle ces inspecteurs et autres qui très vite doivent lui dire s'il y a des détournements, s'il y a de la gabegie et autres, comment rattraper les choses. On voit bien que tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Ce n'est même plus un problème de cadre ou quoi, mais il faut que tous les Congolais se retrouvent et ils se disent, puisque nous voulons tous faire qu'au Congo, tout soit très bien géré, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bien-être. Même ceux du PCT, parfois, ils tiennent ce discours-là. Mais retrouvons-nous pour dire, mais comment se fait-il que le pays n'a plus de revenus? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quels sont les leviers sur lesquels il faut apporter un regard approfondi pour que l'on essaie de relever ce pays-là qui, au jour le jour, n'est qu'en train de s'enfoncer dans des profondeurs abyssales. Vous voyez? Donc, aller vers les élections, courir vers les élections, emmener de façon manu militari les Congolais vers l'élection présidentielle, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le vécu actuel des Congolais où on est dans de graves difficultés sociales. Et non aller vers la tenue de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que l'élection présidentielle apporte? Et ils vont même aller dépenser encore de l'argent pour organiser une élection présidentielle, alors que peut-être avec cet argent, ils allaient commander des médicaments et autres pour juguler cette choléra qui est déjà en train d'envahir, donc qui va se transformer en pandémie d'ici peu parce que l'État manque de moyens. Donc voilà un peu rapidement ce que je pouvais dire, Monsieur Christian Perra, sur Eh cette bien, situation. malheureusement, alors, Benoît-Youlou, vous avez entendu Jean-Paul Ebenga. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure des milices qui coûtent 500 millions de francs CFA par mois aux contribuables congolais pour des résultats médiocres, j'allais dire catastrophiques, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe un peu la situation socio-économique du Congo, elle est mais vraiment chaotique. Et il faut aussi rappeler que le pays est vraiment endetté, une dette abyssale, en fait un État failli. Et dans le même temps, c'est un gouvernement, pourtant il y a eu bien des appels à la réduction du train de vie de l'État, mais un gouvernement qui se fait la sourde d'oreille. Quelle analyse portez-vous sur ce gouvernement, en fait, ce mode de gouvernance, j'allais dire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, vous savez, ça fait 42 ans de règne chez Sassoulet aux affaires. Quand confronté à une situation catastrophique telle que celle que nous vivons actuellement, on soit incapable de relever le défi, alors qu'il se tarde de lancer des slogans que nous connaissons tous, et malheureusement, au bout du compte, il n'y a rien. Il faut nécessairement que ça change. On ne peut pas continuer dans cette voie-là. On ne peut pas continuer dans cette lancée-là. Pour la simple raison, ils ont tout fait, ils ont essayé de se démener. Malheureusement, tout compte fait, on arrive à un résultat néant. J'invite à la conscience nationale, j'invite le peuple congolais vraiment de prendre conscience de cette situation. Ça ne peut plus continuer comme ça et ça ne peut plus durer comme ça. Et ce même se lève aujourd'hui pour battre campagne afin de reconduire celui qui est à la tête de ce pays-là. Mais enfin, où allons-nous? Congolais, prenons conscience. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le Congolais est devenu celui que nous ne connaissons plus? Pourquoi ce peuple est plongé dans la léthargie, dans une léthargie qui apparaît comateuse? Comment ça se fait-il qu'on voit des gens qui détournent les deniers publics? Et nous avons un procureur qui se lève très souvent, d'ailleurs, pour des affaires qui n'osent pas dire, qui n'ont pas d'importance. Mais alors qu'il y a des détournements qui se font, alors qu'il y a la gabegie qui s'organise, alors qu'il y a des fêtes qui s'organisent d'une manière, disons, pompeuse, et le peuple Avec, congolais bien sûr, la série des mariages princiers au niveau. princier, euh, on utilise tous les moyens de la République. Mais peuple congolais, réveillons-nous. On ne peut plus continuer dans ce marasme. C'est pas possible. Parce que nous sommes plus bas que terre et on ne peut plus aller au-delà de cette dimension que nous avons atteinte. Parce que c'est pas possible qu'un peuple puisse se regarder et laisser faire ce qui se passe actuellement. Avons-nous peur?
parce que leur modus operandi, c'est la violence. Non, le peuple congolais doit être celui qui est capable de braver ce qui apparaît comme quelque chose d'impossible. Parce que sans éveil de la conscience nationale, nous ne pourrons rien faire. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs au niveau des plateformes qui se forment actuellement. Moi, j'apporte un soutien inconditionnel à M. Clément Mirassa, qui apporte la lumière à tous les peuples congolais. Et malheureusement, ce dernier est menacé par le système parce qu'il est longtemps éveillé. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que son parti a été mis à l'écart. C'est une manœuvre volontaire qui tentent tout simplement à écarter ceux qui sont capables d'apporter la contradiction. Mais, peuple congolais, réveillons-nous, soyons capables de dénoncer, soyons capables de nous mettre à l'œuvre. Mais enfin, comment ça se fait que les autres peuples du monde l'ont fait et le Congo est incapable de le faire? Je suis convaincu que le peuple congolais peut prendre conscience de son état, dans la situation dans laquelle nous sommes plongés pour que les choses changent. Nous n'attendons qu'une chose, c'est un changement systémique. Un changement systémique sous-entend quoi? C'est pas parce que ça ne sera plus là, mais il faudrait nécessairement que nous changeons les mentalités. Et pour cela, il faut nécessairement qu'on reparte aux sources. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous, au NPA, nous faisons des analyses et nous nous projetons toujours dans l'idée d'un bilan, c'est-à-dire des états généraux de la nation. Il faut nécessairement qu'on arrive à ce stade-là. Au vu de ça, nous allons tirer des conclusions et nous pourrons envisager éventuellement des élections. Mais actuellement, les gens qui se lèvent pour parler des élections, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Les élections n'apportent rien au peuple. Les élections telles qu'elles sont organisées à ce jour, nous savons ce que ça apporte. C'est une mascarade électorale. Donc, nous dénonçons toutes ces mascarades-là, nous dénonçons toutes ces manipulations qui ne riment à rien, qui servent tout simplement à distraire le peuple, qui servent tout simplement à laisser passer le temps au peuple, alors que nous devons emboîter quand même la marche de l'histoire du progrès. Pourquoi le Congo doit être ce pays qui traîne à la queue des pelotons du développement? On nous parle de chemin d'avenir, tout y est passé, mais tout compte fait. Quel en est le résultat? On nous parle des Oui, mais est-ce que, dialogues, mais tout compte Benoît fait. Youlou, est-ce que ce n'est pas là non plus, j'allais dire, l'échec de l'opposition congolaise d'avoir laissé le PCT régner de main de fer pendant plus de 27 ans depuis son retour au pouvoir par les armes? Non, c'est pas un échec. Tout simplement, le peuple est quelque peu terrorisé. Vous savez, dans ce pays, nous avons compris qu'ils ont un modus operandi. Quand arrive une situation comme ça, au lieu de trouver, de chercher le dialogue, ils créent des tensions. Quand vous avez vécu la situation vécue par les gens, disons dans le département de Poule, mais les gens sont terrorisés. C'est normal, c'est à bon droit. Mais enfin, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Oui, mais Dès l'instant, évidemment, là, moi une je cause conviens avec vous. C'est vrai que les Congolais ont été beaucoup traumatisés. Il y a terrorisée, eu bien beaucoup de sûr. crimes contre l'humanité. On reviendra sur probablement les massacres du Bic, le génocide du Poul, vous l'avez rappelé, dit Congono. Et il y a bien d'autres crimes, notamment en octobre 2015 aussi, il y a eu des massacres comme ça, des jeunes. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ont traumatisé ça, on le comprend. Mais la politique, dit-on que c'est aussi un problème de rapport de force, Jean-Paul Ebenga. C'est un problème de rapport de force. Pour avoir été traumatisé, cela ne suffit pas pour, évidemment, laisser un régime comme ça régner de main de maître avec, voilà, un blanc-seing de faire tout ce qu'ils veulent. Non, monsieur Christian Perrin, je crois qu'il ne faut pas utiliser le verbe laisser. C'est comme si volontairement. Ben, ils ont eu la voie libre, hein, le boulevard libre de faire tout ce qu'ils veulent. La preuve, ça. Ils ont même conduit le pays à la ruine, tout ça parce qu'il n'y a pas eu des contre-pouvoirs. Non, il y a eu des contre-pouvoirs, mais vous avez relevé un terme assez intéressant, le rapport de force. Le rapport de force est une donne qui évolue avec le temps. C'est vrai que les gouvernants actuels sont arrivés là aux commandes de l'État congolais, ben, on pose un acte que nous connaissons tous, ce qui s'est passé le 5 juin 1997.
ils ont tout fait pour arriver aux commandes du pays. Et face à cette situation, que devrait opposer comme force l'opposition ou le peuple? Rien. C'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est une donne qui évolue avec le temps. Mais il est arrivé donc un moment où le rapport de force semblait être en faveur de ceux qui ont pris les commandes. Est-ce que le peuple congolais les a laissés faire? Là, je dis non. Je peux dire même 3 fois non. Sauf que les choses évoluent, il faut aller donc avec le temps et malheureusement, les Congolais ont subi. Il y a eu des moments où il y a eu la manne pétrolière. Donc ça a créé aussi un état psychologique tel que ce n'était pas évident que les populations se calment, prennent leur temps de bien analyser, ou ceux qui avaient une analyse pointue pouvaient convaincre d'autres pour dire, bon, mais attention, nous partons là dans une mauvaise direction. Donc il faut donner le temps au temps. Et là, je crois que le moment est venu, qu'on le veuille ou non, un grand nombre de Congolais, pendant que nous sommes en train d'échanger là, un grand nombre de Congolais sait très bien que le pouvoir actuel a complètement échoué. A Oui, complètement tout à l'heure, échoué. pardon, je vous ai entendu dire que le rapport de force évolue et maintenant, je crois que l'opposition congolaise devrait s'organiser pour inverser le rapport de force. Qu'est-ce que vous Et êtes en train de faire en fait? Que je faites-vous? devais en Que faites-vous arriver. pour inverser, voilà, renverser ce rapport de force? Je devais en arriver. Le moment où ce rapport de force, le déclic pour que ça change, personne ne peut le définir. Mais ce qui est vrai, de plus en plus, au niveau du Congo, les forces qui s'opposent à l'exercice du pouvoir par les tenants actuels, ben, de plus en plus, les choses sont en train de changer. Vous avez par exemple une opposition menée par le président Mirassa qui est en train de se structurer. Nous-mêmes, au niveau du MPA, nous sommes dans la diaspora, mais nous sentons de plus en plus des compatriotes frapper à la porte du MPA pour dire qu'ils viennent renforcer, ne fût-ce que le discours, non, l'approche analytique que nous faisons sur la politique socio-économique du Congo. Vous voyez? Donc, de plus en plus, c'est sûr, nous serons nombreux, et peut-être que le jour où ce déclic de renversement de rapport de force va arriver, ben, il arrivera. Nous souhaitons que cela se fasse le plus rapidement possible. Oui, mais Parce le plus que, rapidement possible, vous dites, pardon de vous couper comme ça, nous sommes à quelques 8 mois, bien sûr, de l'élection, la prochaine élection présidentielle. Les Congolais ne savent toujours pas à quel sens se vouer. C'est le moment de leur indiquer, de les informer sur ce que vous êtes en train de faire afin de renverser le rapport de force. Je sais qu'il existe déjà, bon, en voie de création, il faut le dire comme ça, un rassemblement des forces du changement, je ne sais pas si le MPA est membre aussi, est désormais membre de ce rassemblement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait sur le terrain pour que les Congolais sachent au moins ce que vous faites pour inverser le rapport de force? sur le terrain, là, vous parlez de la constitution des plateformes. Ce qui est vrai, ces plateformes prennent de plus en plus une structuration visible au niveau des Congolais. Vous avez par exemple l'opposition qui se dit celle qui accompagne les gouvernants actuels animé par M. Tati Mabiala. Tout dernièrement, ils se sont retrouvés, il y a eu des partis qui se sont rassemblés pour montrer qu'ils appartiennent à cette plateforme-là. Vous voyez? Alors, mais ceux-là, ils accompagnent les gouvernants qui sont là en train d'exercer la Non, mais politique. ils disent Mais plutôt qu'ils font de l'opposition républicaine. je n'ose pas utiliser cette terminologie pour les qualifier. Parce que la République euh, se structure autour du bien-être qu'il faut donner à aux tous les citoyens. populations, au peuple. Alors, si eux, ils accompagnent, eux, ils constituent une opposition républicaine, et nous décrivons l'état dans lequel se trouve notre pays, bon, moi, je ne vois pas la République animée par eux. C'est bien malheureux qu'on le constate.
et qui se disent qu'ils se prennent même qui se prennent même pour des opposants. Alors, en plus de, vous avez nous autres, donc le MPA dans la diaspora, et il y a d'autres partis, dont celui du président Mirassa, le, son Parler du parti, PSTC, oui. le PSDC, donc le Parti social-démocrate des Congolais, animé par le président Mirassa. Il y a le pape animé par le président Jean-Pierre Ayangoy. Il y a le RDD, le Rassemblement pour la démocratie et le développement animé par Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Il y a le Congrès du peuple animé par le docteur Ngito Koulou. Il y a le parti Renaissance animé par le président Mouyedi Gilbert. Il y a le parti Les Souverainistes animé par le président Dave Mafoula. Il y a le parti Alliance des démocrates et humanistes animé par le président Rodrigue Mayanda. Il y a le parti Alliance animé par le président Mavungu Mabio. Et avec nous, donc, vous voyez, et là, il y a d'autres structures, d'autres partis qui frappent à la porte. Et on fait des déclarations connues par les Congolais. Donc, une structuration de l'opposition qui est en train de se faire face aux gouvernants actuels. Et donc, vous voyez que le rapport de force, je vous l'ai dit, c'est une donne qui dépend du temps. Et c'est sûr que le renversement, parce que les Congolais, vous voyez, nous parlions tout à l'heure de la pandémie, même si c'est encore une épidémie de choléra, les Congolais sont dans une souffrance sans pareil. Et c'est sûr, ils écouteront les discours, les propos tenus par les uns et les autres. Et nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus que l'approche analytique faite par cette plateforme qu'on appelle le Rassemblement des forces du changement, ce que nous allons tenir comme discours sera partagé par le peuple congolais. Et à partir de là, c'est sûr, le renversement des rapports de force se fera. Et nous le faisons sans usage des armes, parce que nous savons bien que dans les rapports de force, il n'y a pas toujours la conscientisation, il y a aussi le fait que quelques-uns peuvent user des armes pour intimider, pour donner la mort aux compatriotes, ce qui est inadmissible, ce qui ne doit pas être fait dans une république. Donc ceux qui vont chercher à user des armes pour apeurer les autres, il faut les pointer du doigt, montrer qu'ils sont en train de créer une grande reculade de la République, parce que le Congo a déjà perdu. Les Congolais, on a éliminé beaucoup, je peux même en citer comme ça rapidement, des cadres qui sont partis, à qui on a ôté la vie, les Tister, le général le Motando, le général Adoua, tous ces gens-là, nous pouvons mettre dans le compte de la gestion politique de notre pays. Mais pourquoi avoir autant de pertes humaines quand, paradoxalement, le pays, on n'arrive même pas à donner le bien-être, à proposer le bien-être, à fournir le bien-être aux compatriotes. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi Évidemment, comme tu dirais alors, tout ça pour ça. Alors, pourquoi donc avoir fait le coup d'État militaire qui a coûté d'ailleurs la vie à plus de 10% de la population congolaise? On parlerait même de 400 000 morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Eric Delessé qui le rappelait, un spécialiste des renseignements français. Benoît Youlou, tout à l'heure, Jean-Paul Ebenga parlait du rassemblement des forces du changement. Et nous savons qu'à l'annonce de cette plateforme, la réaction, j'allais dire, la réponse subtile du gouvernement congolais, c'était évidemment de prendre un arrêté, l'arrêté 1726 du 30 juin dernier, ça vous dit, qui exclut, je vais mettre ça entre guillemets, certains partis de l'opposition. Quelle lecture politique faites-vous de cette manœuvre, j'allais dire? Alors, vous voyez, la loi est impersonnelle et la loi s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, le parti PCT est un parti qui se veut être, disons, dans la ligne directrice et dans le fait qu'ils s'entendent se maintenir au pouvoir parce qu'ils pensent défendre le droit. En fait, ils ne défendent pas le droit, mais ils vivent dans la tricherie.
Alors, que veut dire cet article, cet arrêté-là? Cet arrêté vise tout simplement à écarter les parties qui sont susceptibles d'apporter la contradiction. Que dit cet article? L'arrêté 1726 du 30 juin 2025 portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2025. Sur 55 partis que nous avons au Congo, 42 ont été retenus et les autres ont été exclus. Parce que, vous savez, quand vous passez un examen, il y a ce qu'on appelle la publication de la liste des admis. Quand ceux qui ne sont pas admis ne sont pas sur la liste, ça suppose que vous êtes écarté. Donc, à la rigueur, vous êtes exclu, ou alors, je dirais même que vous êtes radié. Ce sont des gens qui ne peuvent plus participer disons, à l'action politique. Et dans son article 2, ou alors l'article 3 plutôt, de cet arrêté, il dit ceci. Le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure, contraire et qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République du Congo. Donc, elle abroge toutes les dispositions antérieures. Ça suppose quoi? Que tous ces partis, le PAP, le RDD, le PSDD, c'est-à-dire tous les partis qui aujourd'hui ont été exclus, sont donc portés je n'ose pas dire porter, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'exister parce que cet arrêté vise à l'existence des partis. Dès l'instant où vous n'êtes plus sur cette liste-là, vous devez vous y plier. Et dans un pays démocratique, effectivement, ces partis doivent s'y plier. Mais comme nous sommes dans un parti qui sème la terreur, qui est pour le chaos, ça signifie quoi? Ça signifie que ce parti, puisqu'ils sont exclus, si demain ils décident de se rassembler, eh ben, on prendra des mesures en conséquence pour, comme ils ont l'habitude de le dire, pour atteinte à l'ordre public. Oui, mais Benoît Youlou, C'est à une ce manœuvre. niveau-là, à ce sujet, pardon, puisque vous amorciez déjà ce volet, je crois qu'il y a eu une rencontre entre le directeur général de l'administration du territoire et les leaders des partis qui avaient été, entre guillemets, bon voilà, écartés de la liste. Et à cette rencontre, on a cru entendre dire le directeur général donc, de l'administration du territoire que cet arrêté ne constituait pas une sanction. Non, non. Mais enfin, nous n'allons pas faire aux enfants. Vous Un savez, piège alors. Le PCT a tendance à vouloir caresser les gens dans le sens du poil. Ils ont pris un arrêté, mais un arrêté, c'est une disposition, disons, qui relève de la loi. Dès l'instant où ils ont pris un arrêté, ça suppose donc, pour le remettre en question cet arrêté, il faut nécessairement qu'il ait le même organisme qui a abrogé les réhabilite. Aucune disposition n'a été prise en ce sens-là. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en droit le principe du parallélisme des formes. Aucune disposition contraire n'a été prise. Ça suppose que le décret continue l'arrêté, pardon, continue de courir. Et ces gens-là, s'ils se lèvent aujourd'hui pour s'organiser dans le cadre de l'existence de leur parti, ils seront considérés comme étant hors la loi. Oui, donc c'est une manœuvre tout simplement faite à dessein qui vise à écarter les partis qui seraient susceptibles d'apporter une appréciation contraire à leur volonté. Aujourd'hui, c'est une manœuvre qui vise tout simplement lors de l'organisation des élections, qu'il n'y ait plus des partis qui puissent se confronter à l'idéal du PCT. C'est fait à dessein. C'est des partis. Le parti en existe est un parti hors la loi. Vous savez, eux, ils veulent appliquer la loi maintenant parce que ça les arrange. Enfin, mais nous savons qu'ils n'ont jamais appliqué la loi pour la simple raison. Le président du Parti congolais du travail est, est dans est dans une situation inconfortable dans la mesure où le président de la République ne peut pas être président du parti. Mais ces gens-là ont élevé le président de la République en président du parti. Mais ça, ils ne le relèvent pas. Ça, le procureur général ne le relève pas. Ça, le Conseil constitutionnel ne le relève pas. Mais c'est une façon de tordre le cou à la Constitution. C'est des hors-la-loi, nous devons dénoncer ça. Et les partis qui ont été mis hors jeu, les partis qui ont été écartés, sont en droit de revendiquer la réhabilitation, une réhabilitation qui a été. Ils sont en droit de demander la réhabilitation parce que l'arrêté est une disposition qui est contre le principe même de la démocratie.
On ne prend pas une décision comme ça tous les ans, tous les ans pour écarter certains partis, mais à partir de quoi? À partir des éléments subjectifs. Mais ces éléments subjectifs, quand nous les apprécions dans le fond, nous savons que tous les partis finalement ne répondent pas à cette exigence qu'ils entendent faire valoir. Non, Oui, mais tout dénonçons à l'heure, seulement. pardon, Benoît Youlou, vous avez dit le PCT est un parti hors la loi, son président Denis Sassou Nguesso est un hors la loi, ça on peut le démontrer. On a bien Bien ici sûr, face à un régime hors la loi, la vérité hors la c'est ça. loi. Eh oui, Et lorsqu'on lit d'ailleurs l'arrêté 1726 du 30 juin 2025, on se rend bien compte que c'est un arrêté qui n'a aucune base légale, ça tout le monde le légal. sait. Après, je vais rappeler, et j'aime bien à le dire, aux lois injustes, nul n'est tenu de les obéir ou de les respecter. Et tout à l'heure, nous parlions du courage politique aussi, parce que la politique, c'est aussi le rapport des forces, c'est ça, il faut le dire, c'est un rapport de force. Donc, si on connaît et qu'on est d'accord que la politique, c'est un problème de rapport de force, à ce moment-là, il faut que l'opposition congolaise démontre de quoi elle est capable, même face à ce genre de manœuvre où tout le monde sait que c'est, je l'ai rappelé tout à l'heure, un texte sans fondement légal. Pourquoi obéir donc à à cet arrêté, s'il faut le dire comme ça? Et donc, je me tourne vers Jean-Paul Ebenga pour comprendre. Tout à l'heure, il y a Benoît Youlou qui a développé voilà, un certain nombre d'aspects sur cet arrêté. Vous avez parlé du rassemblement des forces du changement. Et voilà une manœuvre qui vise évidemment à déstabiliser ce rassemblement. Quelle interprétation d'abord faites-vous de cet arrêté? C'est vrai que Benoît Youlou en a parlé, mais vous, quelle analyse portez-vous sur cet arrêté et comment vous entendez aborder la question, la situation sous cet arrêté ministériel? Eh bien, vous l'avez relevé, Benoît a bien montré que cet arrêté, à partir de sa publication, abrogeait toutes les mesures antérieures. Et parce que vous croyez à la loi au Congo-Brazzaville? Non, mais là, c'est la loi du plus fort qui est, pour ceux dans leur tête, ils croient qu'ils sont les plus forts. Mais voyez même comment est-ce qu'ils ont décidé de pendre un tel arrêté. Hein. Là, c'est le ministre de l'Intérieur, avec ses conseillers, se retrouve et décide de proposer un tel arrêté. Cet arrêté n'est même pas accompagné dans sa publication ou dans son texte. On ne lit même pas les mobiles, les règles utilisées pour Mhm. éliminer, pour ne plus reconnaître les partis qu'ils n'ont pas retenus parmi les 42 qu'ils ont considérés. Oui, mais on convient bien On- que c'est une on- décision, on- pardon, nous convenons que c'est une décision arbitraire. Parce que, Arbitraire. je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte il y a- fondé sur aucune base légale. Tout le monde a vu. non, Maintenant, vous, à l'opposition, comment vous je- entendez aborder la situation politique maintenant en sachant que sur vos têtes, il y a cette épée Damoclès, c'est-à-dire, bon, Benoît Youlou l'a dit, c'est pour attendre l'opposition au tournant, c'est-à-dire les attendre quelque part et puis vont sauter, comme qui dirait, pour dire, bah, écoutez, vous avez violé la loi, vous avez violé les textes. Comment vous je- je- entendez aborder désormais la situation politique sous cet arrêté-là? je voudrais d'abord montrer que l'opposition ne croit même pas qu'il y a une épée Damoclès sur sa tête. Et je vais le démontrer. Vous voyez donc un texte, cet arrêté-là qui a été pris, il faut dire que très vite, l'opposition a réagi. Le président Clément Miarassa a montré que cet arrêté était inique. Le président Yombi, Jean-Jacques Serge Yombi, a réagi aussi pour montrer que c'était un texte inique, parce que ces partis existaient depuis très longtemps. Le fait que les gouvernants aient rencontré l'opposition, c'était une reculade. Et là, c'est le directeur général De l'administration du de territoire, oui. l'administration du territoire
qui a eu ce courage-là pour vous pouvoir chercher à rattraper les choses Probablement sur instruction du ministre. sur instruction après avoir découvert leur erreur, leur analyse administrative des faits. Donc, on envoie ce directeur rencontrer l'opposition. Et ce dernier vient dire, bon, mais voilà, n'en tenez pas compte. Mais il a affaire à des intellectuels. Pour ne pas en tenir compte, il faut qu'il y ait un autre arrêté L'autorité qui approche. proposé par le ministre qui abroge donc l'arrêté de 1726 qui était pris, là, 1726, qui était pris. Et ce qui est, enfin, je ne vais pas avoir des qualificatifs un peu déplacés, mais eux, ils veulent amoindrir les forces de l'opposition en disant, bon, on va écarter les partis politiques. Bon, c'est leur logique. Mais parce qu'on va vers une élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu avec le peuple, avec la nation. Donc l'individu Mierassa, même s'il n'est pas dans un parti, il peut se lever et dire, moi je vais être candidat à l'élection présidentielle. Mais M. Mirassa, qui était le président d'un parti ou bien d'une plateforme, les forces du Du changement, changement, oui. en tant qu'individu, il utilisera le même langage, il défendra le même idéal qui va être partagé par le plus grand nombre des Congolais. Donc, mais voyez, je peux vous prendre l'exemple du général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko avait créé d'abord un premier parti en 1996, le MRC, le Mouvement pour la réconciliation des Congolais. Et chemin faisant, dans sa vision politique, il s'est dit, je ne vais plus me limiter à un parti politique, cette fois, je vais rassembler les gens autour de moi. Il définit son idéal et il se retrouve avec des partis, des associations, des individualités. Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Nous sommes là devant les Congolais. N'avait-il pas gagné? Tous les Congolais le savent. Ici en France, Oui, mais le pays c'est dans la lequel question nous que nous j'allais vous trouvons, poser. Est-ce que, par exemple, pour aller ou participer à une élection présidentielle, on a forcément besoin d'avoir un parti politique? Je pas pense du pas. tout. Et donc, oui, mais donc, en fait, voilà pourquoi je vous posais la question de savoir quelle analyse faites-vous de cette manœuvre du ministère de Oui, l'Intérieur, donc par sa note ou par son arrêté mais 1726. C'est quoi? Qui, qu'est-ce que cela présage, en fait, ou présageait? Parce que c'est finalement, ça a eu lieu il y a quelques jours. c'est une tricherie qui est mise en œuvre. C'est un pouvoir qui est aux abois, qui veut à tout prix Jouer sur s'accrocher le au pouvoir, mental des Congolais, c'est ça? jouer sur le moteur des Congolais. Mais parce qu'après tout, qu'est-ce que vous voulez il y a aussi, dans le raisonnement d'un individu, il y a l'émotion. Parfois, vous pouvez créer de l'émotion, et puis après, ben, ça marche, les gens s'accrochent et ils y vont. Et c'est un pouvoir qui est en train de montrer qu'il est fort, il prend des actes, il pose des actes, et peut-être que dans le mental de certains compatriotes, ils se disent, ah ben, les gars sont courageux, et les gars, c'est sûr, ils contrôlent tout, donc ils vont toujours se maintenir, donc on peut être avec eux, l'opposition n'existe pas. Voilà ce que le pouvoir actuel est en train de créer. Ou Il peut-être joue aussi, sur comme qui dirait, un l'émotionnel. ballon d'essai. Ça pouvait être aussi Ah un ballon oui, d'essai pour bien voir sûr. comment l'opposition réagirait. Bien sûr, oui. Mais justement, mais l'opposition a déjà commencé à réagir et ils ont reculé. Sauf qu'il faut qu'ils prennent une note, un même arrêté, abrogeant cet arrêté qui a été publié. S'ils ne le font pas, ben, c'est un piège parce qu'ils continueront à dire, voilà, nous sommes dans les textes, nous appliquons les textes, ces personnalités n'ont pas été reconnues comme telles ou ces partis n'ont pas été reconnus comme tels, donc ils peuvent être poursuivis judiciairement et autres. Mais ça, on ne va pas leur laisser la possibilité de le faire parce que déjà, moi j'ai le document. Le président Mirassa a contacté les instances judiciaires de notre pays. Donc pour dire, voilà, face à cet arrêté, il faut que les choses soient clairement établies. Donc il y a une démarche qui a été faite par le président Mirassa et donc d'ici peu, il faut que le pouvoir se prononce par rapport à l'arrêté qu'il avait pris.
Donc, Mais dans le l'opposition cas ne où, se pardon, laisse pas faire. Jean-Paul Ebenga, pardon, Benoît Youlou, dans le cas où le ministère de l'Intérieur ne reculait pas, c'est-à-dire ne renonçait pas à cet arrêté, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des conséquences pour le rassemblement des forces du changement, d'aller sur le terrain, d'être en activité, par exemple? Non, mais je crois qu'il n'y a pas de conséquences. Pour la simple raison, le rassemblement a le droit de s'organiser. Le devoir. Nous disons être en démocratie. Et le peuple congolais est en droit de s'exprimer pour la simple raison, on peut demander au peuple de passer à la désobéissance civile. Parce que c'est pas possible qu'il y ait une minorité qui entend imposer des dispositions qu'elle-même ne respecte pas. La loi a une portée générale, la loi est impersonnelle. Il n'y a pas de raison que nous assistons à, disons, une loi à double vitesse qui arrange les uns et qui défavorise les autres, et ceux que ça arrange, qui passent pour être les plus forts parce qu'ils ont affaire aux plus faibles. Le rassemblement des forces de changement qui s'organise actuellement entend justement défendre ses droits pour la simple raison. Il y a déjà le président Mirassa qui a introduit une requête. Et non seulement ça, nous sommes en droit de nous organiser de telle sorte que nous éveillons la conscience des Congolais pour prendre les choses, prendre la mesure de la situation. Ça ne peut plus continuer comme ça. On impose des choses aux gens alors qu'eux-mêmes ne se les appliquent pas. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils ne pourront pas éternellement rester là passifs pour regarder ou alors se laisser faire. Le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Nous invitons justement par voie de conséquence à ce que le peuple congolais prenne conscience de cette situation qui n'a fait que trop durer, qui n'a fait que nous plongeons enfin, dans une crise abyssale, qui nous fait que nous plongeons dans les ténèbres. Il faut nécessairement que le peuple congolais prenne conscience et se réveille. Est-ce pour dire que le rassemblement des forces du changement ira aux élections présidentielles de 2026? Aller aux élections présidentielles, c'est un fait, mais on ne peut pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions-là. Mais qu'attendons-nous des élections présidentielles? Mais quand on va aux élections présidentielles, c'est une rencontre d'un citoyen avec la République. Et ce citoyen-là doit faire le bilan de ce qu'il a déjà fait. Pour celui qui est déjà aux affaires, quand nous voyons ce qui se passe actuellement, pensez-vous vraiment, sincèrement, que le président Denis Sassou Nguesso est en droit de se présenter devant le peuple pour demander un énième mandat? Si au bout de 40 ans d'exercice de pouvoir, seul son partage, il n'a pu rien faire qui puisse, disons, assurer le bien-être des Congolais. Mais dans un mandat en plus, qu'est-ce qu'il apporterait encore pour changer la situation? Oui, mais ces Est-il devenu... partisans du Parti congolais du travail disent qu'il a encore du potentiel à donner aux Congolais, il a encore de l'expérience à partager aux Congolais, c'est ce qu'on a entendu dire, et vous vous dites, Mais il quelle revient là. expérience Vous savez, une expérience, c'est parce que vous avez une longue expérience n'est pas toujours la meilleure. Et encore, de quelle expérience? Quand il s'agit de tuer, quand il s'agit de détruire, quand il s'agit de piller, c'est ce que vous appelez l'expérience. Non, le Congo, c'est même triste de voir tous ces intellectuels au niveau du PCT qui acceptent d'accompagner ce monsieur-là qui n'a fait que apporter nous un malheur. Il n'a fait que plonger le pays dans une situation inextricable. Il faudrait nécessairement que les gens prennent conscience que le PCT n'a plus rien à nous apporter comme solution au mal qui mine le Congo. Il faut nécessairement que nous changions, il faut nécessairement qu'il y ait de l'alternance. Mais enfin, si encore au niveau du PCT, ils avaient un autre candidat susceptible d'apporter du changement, mais ils sont têtés à présenter le même candidat qui ne fait que échouer lamentablement dans tout ce qu'il fait, alors là, c'est un comble. Vraiment, c'est à s'y méprendre. Mais enfin, nous sommes contre le principe des élections parce que les élections ne changent rien dans cette situation, surtout quand c'est préparé dans les conditions, quand c'est préparé par ceux qui n'entendent que se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais les élections, nous les avons vécues, c'est une mascarade électorale. Dans quelles conditions voulez-vous faire des élections? Mais si d'aventure il y avait des élections, pour en arriver là, il faudrait nécessairement que nous fassions disons,
nous déposons d'abord nos sacs, pour ne pas dire en langage simple, bas la terre. Il faudrait que nous fassions ce qu'on appelle les états généraux de la nation. Parce que le Congo va mal. Il faut nécessairement que nous fassions un bilan de la nation pour que nous extirpions tout le mal et que nous redémarrons sur de nouvelles bases. Continuer sur ces bases-là, ça signifie s'enfoncer davantage. Aujourd'hui, les gens disent qu'il faudrait que ça se parte. C'est un fait. Mais si ça se part et qu'il continue et qu'on nous mette quelqu'un d'autre, ce serait davantage sombrer dans une aventure. Il faut nécessairement que les choses changent. Pour que les choses changent, il faudrait nécessairement qu'on en prenne conscience en faisant un bilan. Le bilan, c'est la photographie d'une situation, d'une entreprise à un temps T. Donc, nous savons que le Congo va mal, il faudrait nous essayer de prendre tout le mal et par la suite, nous envisagerons en ce moment-là une période de transition. Au vu de la période de transition, parce que nous aurons, disons, déblayé tout le mal ce qui ne va pas au pays, nous pourrons envisager des élections libres et transparentes. Parce qu'à l'heure actuelle, le PCT qui va organiser des élections, mais ils le disent toujours, ils organisent des élections non pas pour les perdre, mais c'est pour les gagner. Et ils entendent coûte que coûte rester au pouvoir. Voilà pourquoi ils Bon, écartent mais le encore parti que personne ne va aux élections pour les perdre, c'est ça. pour les perdre, c'est ça On y va justement, pour gagner. pour Mais comment gagner. gagner? Encore que la bataille Et, soit légale, là, on va comprendre lorsqu'on respecte les et, règles, d'accord? Parce que tout le et, monde, tous ceux qui vont aux élections, c'est pour les gagner, qu'on le et veuille. gagner. Mais Et on ne donc, laisse pas la possibilité aux autres, malheureusement, parce que ben, pour si peu, vous vous retrouvez en prison, pour la simple raison, le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui était vainqueur des élections de 2016, aujourd'hui en prison. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut nécessairement que ça arrête. Les élections, pour nous, c'est un non-sens. Nous savons que c'est une mascarade et que ça n'a pas lieu d'être parce que il faut nécessairement que les choses changent. Il faudrait que nous donnons une orientation à ce pays-là. Et pour qu'il y ait une orientation, il faudrait nécessairement que nous, les Congolais s'asseyent pour voir tout ce qui ne va pas. Mais ça signifie quoi? Un dialogue. Mais le dialogue, nous n'entendons pas qu'un dialogue soit organisé par ce système. Parce que ce système, quand il organise le dialogue, c'est une fois de plus une mascarade. Parce qu'il y a plusieurs dialogues qui sont organisés au pays. D'ailleurs, moi, je les appelle comme étant des monologues. Les monologues n'ont à se coucher que d'une souris. Il faut nécessairement soit un dialogue qui serait organisé à l'extérieur du pays. Au moins, nous aurons à la l'image garantie de Marcoussi, de c'est ça? Marcoussis, bien entendu, à l'image de Marcoussis, au moins nous aurons des garanties que ceux qui participent seront dans de bonnes conditions de sécurité, parce que nous savons comment ça se passe au pays. Vous allez au pays pour un dialogue, c'est là le lendemain matin, on vous retrouve mort, parce qu'il y a eu les bébés noirs qui seraient passés, ou alors, bon, pour des raisons que je n'ose énumérer ici, on vous aurait retrouvé sous le bord de Madougoutiègle, parce que vous aurez tenu un discours contraire à leur volonté. Non, nous dénonçons toutes ces mascarades-là. Non aux élections, non au dialogue organisé par le système, et nous entendons à ce que le pays connaisse un bouleversement qui permettra à ce qu'il y ait un dialogue pour faire un dialogue pour qu'il y ait les états généraux de la nation, un dialogue conduit soit à l'étranger, mais pas sous la gouvernance, enfin, pas sous la direction du PCT. Parce que le PCT, c'est un parti des tricheurs. Ça, je Un n'ai pas parti honte à le des dire. Un tricheurs, vous avez parti des dit. tricheurs, c'est une mafia, c'est une oligarchie organisée en bande tout simplement pour piller, déstabiliser le pays et commettre le mal, commettre des délits qu'ils ont l'habitude de commettre. Et jamais ils seront dessaisis de leur pouvoir parce qu'ils entendent se maintenir. Voilà pourquoi toutes ces tribulations, toutes ces triturations visent tout simplement à essayer de se maintenir au pouvoir parce qu'ils savent que s'ils perdent leur pouvoir, demain ils auront à rendre compte au peuple congolais. Merci Benoît Donc, Youlou. Alors, vous avez dit la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville prévue en mars 2026 est un non-sens, c'est une mascarade. Vous avez dit non à cette élection. Et donc, comme quoi, pour le MPA, la prochaine élection présidentielle, disons qu'il n'y a pas d'intérêt à participer à cette élection
que tout le monde sait factice d'ailleurs dans tous les cas. Mais quelle alternative, Jean-Paul Lebenga? Dans ce que venait de dire Benoît, on peut entrevoir ce que le MPA propose ou suggère. Nous voyons bien que aller à l'élection présidentielle, c'est un non-sens. Benoît l'a vraiment bien souligné. Parce que l'essentiel actuellement, ce n'est pas la tenue d'une élection présidentielle. L'essentiel actuellement, c'est savoir comment redonner le bien-être aux Congolais. C'est ça, c'est le problème qui se pose actuellement. Oui, mais pour le Et faire, il faut un gouvernement capable de oui, le faire. pour Or, le ce faire, il gouvernement ne faut, peut arriver que par soit des élections, soit par je ne sais pas quelle autre forme, dialogue ou je ne sais comment. Il faut un non, gouvernement. oui, il faut un gouvernement, il faut une structure dirigeante, tout ça. Donc, on va pas se battre même sur les terminologies. Ce sera un gouvernement, un conseil national, machin, ou quoi. Ce n'est pas des terminologies. Mais n'importe comment, nous aurons une équipe dirigeante. Mais comment arriver à cette équipe dirigeante pendant que euh, le PCT est en train de s'accrocher au pouvoir? La première des choses, c'est de mettre le PCT en position de faiblesse. Ce que nous avions développé tantôt, le renversement des rapports de force. Le peuple doit prendre conscience qu'il faut mettre le PCT en position de faiblesse. Pour mettre le PCT en position de faiblesse, il faut lui arracher le pouvoir. Il faut ne pas lui donner la possibilité d'être en position de dirigeant. Oui, mais le peuple a Un besoin des soulèvement. leaders. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui doit arracher ce pouvoir-là, puisqu'il l'a donné au PCT, et voilà le résultat que le peuple connaît. Bon, non, le PCT a arraché le pouvoir, pas Bon, donné. mais nous On avons va pas même équilibrer. démontré qu'il a arraché ce pouvoir-là, puisqu'on sait comment est-ce qu'il est revenu au pouvoir dans les Moi, instances. par coup d'État militaire, oui. Oui, par un coup d'État que tout le monde connaît. Et c'est peut-être même le fait qu'il soit passé par le coup d'État qu'il paraît embrouillé et autres, qu'il croit ne pas avoir des devoirs vis-à-vis du peuple. Et c'est ce que nous constatons. Donc, il faut appeler les Congolais mais à un soulèvement, ce qui est défini dans nos textes, dans la loi fondamentale. Vous voyez? Et cela partira donc de l'attitude que va afficher ou des actes que vont afficher tous ceux qui s'opposent à la gestion actuelle du pays par le PCT. Donc les différentes plateformes qui se sont constituées, la nôtre tout au moins, ira dans ce sens-là, de faire de telle sorte que le PCT n'ait plus les commandes du pays. Parce que si l'on va directement à l'élection présidentielle, imaginez que ce soit un autre individu qui gagne cette élection. Mais l'état dans lequel se trouve notre pays, la dimension économique, la dimension financière, la dimension sociale, la dimension éducative que le PCT nous laisse est telle que si l'équipe dirigeante n'est pas très vite comprise par les populations cette fois, mais elle va se retrouver responsable d'une situation parce que, attention, les populations évoluent très vite, échangent, tout le monde est dans une position alarmante, là, on veut très vite avoir le bien-être, mais vous retrouvez les caisses de l'État qui sont vides, le trésor public est vide, le Congo est, vous avez relevé entre-temps notre dette qui atteint un pourcentage de 96% du PIB. Donc le pays n'est même plus capable d'investir à quelque niveau que ce soit et de quelque manière que ce soit. Vous allez prendre la responsabilité d'être président d'un pays qui est comme ça? Non. Si bien que les États généraux s'imposent, nous devons regarder dans tous les domaines quel est l'état auquel le PCT nous laisse vraiment, le secteur éducatif,
Vous voyez, le pays n'a plus d'école de formation d'enseignants et les études, les élèves, les étudiants, les effectifs sont pléthoriques. Comment construire de nouveaux établissements? Comment reformer encore les encadreurs? Au niveau sanitaire, c'est la même chose. Et vous allez être président d'un pays comme ça, mais très vite, c'est même, ben, nous avons suivi le discours du PCT. Hein. Ce sont des gens qui réfléchissent pour, excusez-moi, permettez-moi le terme, pour emmerder ceux qui vont diriger. Et il y a eu un député qui l'a dit, ils ont pris le temps d'organiser du désordre et autres pour mettre à mal l'exercice du pouvoir par le président Lissouba. Mais ils feront la même chose avec celui qui va chercher à être président après le PCT. Et cette fois, ça va être même très vite. On vous mettra à mal et puis après, ils reprennent encore la direction du pays parce qu'ils Et vont dire, donc, ah, si j'ai bien compris, pour le MPA, il faut aller au dialogue inclusif, comme non, je non, l'entends dire, non, à l'instar, pourquoi pas, de Marcoussis, on l'a rappelé tout à l'heure. non, Mais si ceux qui sont en face de vous, évidemment, le PCT, donc incarné par Denis Sassou Nguesso, parce que je l'ai aussi entendu dire, hein, il avait dit, il n'y aura plus jamais un événement extraordinaire du genre conférence nationale. Donc, ça veut dire que le PCT n'est pas non plus disposé pour un dialogue voilà, qui serait une menace pour lui. Quelle il sera mis en alternative? Comment entendez-vous? il sera mis en minorité. Il sera mis en minorité parce que eux-mêmes, dans la façon de diriger le pays, ben, Ils sont exclus. ils sont exclus. Vous voyez, ils seront mis en minorité. Nous ne pouvons passer que par la tenue des États généraux. Et admettons que vraiment l'idée d'aller à l'élection présidentielle soit peine corps, détermine l'avenir du pays. Pour aller à cette élection présidentielle, il faut avoir répondu à des préalables. Il faut avoir répondu à des préalables. Nous n'allons pas quand même laisser que, regardez ce que le PCT est en train de faire. Bon, ils ont fait un recensement des Congolais, ils ont trouvé que les Congolais sont à 6 millions actuellement. Bon, mais c'est un recensement qui a été fait unilatéralement par le PCT. Après, ils ont défini le corps électoral. Ce sont eux qui ont décidé de dire, bon, mais voilà, le corps électoral est celui-ci. Ce sont eux qui ont décidé d'augmenter le nombre de départements au Congo. Ils ont ajouté 3 départements de plus. Qui ne sait pas que c'est de la tricherie qui est déjà mise en œuvre? Est-ce que le train de vie de l'État où on n'a pas assez d'argent et autres, vous créez encore des postes où il faut avoir des préfets, des conseils municipaux et autres? Mais pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est de la tricherie qui est déjà mise en œuvre. Est-ce Et qu'on va donc, vers les... si j'ai bien compris, Jean-Paul Ebenga, pour aller à l'élection présidentielle avec le PCT, si jamais elle s'imposait, il faut peut-être donc revoir le découpage électoral, c'est ce que j'ai cru comprendre, ben, la révision complète des listes. Et voilà, il y a également la mise en œuvre des cartes électorales biométriques. Enfin, la- toutes ces conditions que l'opposition a les toujours, conditions voilà, et réclamées. dans la paix, et dans la paix, le climat politique paisible, ce qui nécessite la libération des prisonniers politiques et que tout le monde participe à la construction du pays. Peut-être même la libération des prisonniers politiques, c'est le premier préalable, puisqu'on doit tout faire dans un climat de paix. Ce qui garantit. Et Et cette donc, paix qui cela n'existe entre dans pas. le cadre des préalables. Vous avez dit la libération des prisonniers politiques, en l'occurrence, évidemment, le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député André Okombi Salissa. Mais pourtant, il y a des opposants qui veulent prendre part à cette élection en l'état, dans les conditions actuelles. Vous avez la candidature déjà annoncée de M. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi. Je préfère m'arrêter à ce niveau parce que, bon, pour moi, si jamais élection il y avait, ça sera probablement ce duel. Donc, le pasteur Ntoumi face à Denis Sassou Nguesso. Donc, voilà, on a tout de même ceux qui acceptent d'aller en l'état. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon,
Vous allez vous exclure vous-même puisque les autres vont aller. Oui, admettons que l'on se retrouve dans cette configuration où, Oui. bon, aller à l'élection présidentielle prend le dessus, et là, voilà, nous avons le compatriote, le pasteur Toumi, qui est candidat. En tant que citoyen Bon, congolais, c'est il a pas le encore droit. validé hein, par la Cour constitutionnelle, Non, mais au non, moins euh, non, c'est prononcé. la validation vient par la suite. Au départ, les gens se prononcent. Et là, le citoyen Bintsamou, Frédéric, se propose candidat à l'élection présidentielle. C'est son droit, le droit donné à tous les Congolais. Et puis après, malheureusement, il se présente à cette candidature en étant géré par euh, cette constitution-là du 27 octobre 2015, donc avec le Conseil constitutionnel qui est là, et qui va cette fois essayer de montrer comment ils sont réglo. Avec un président du Conseil constitutionnel nommé par le président de la République, Le, président de la Cour nommé bon, par le président. En fait, il n'y a même pas de séparation de pouvoir à ce niveau-là entre l'exécutif et le mais vous judiciaire. Et voyez, donc, on mais comprend bien qu'il y a c'est, déjà un c'est, problème à ce niveau. il faut peut-être déjà souffler au pasteur Toumi qu'il fasse attention parce qu'il va peut-être être cette fois encore, une fois de plus, trompé par ce pouvoir. Parce que le pasteur Toumi est sous mandat d'arrêt. Ça, il faut qu'il le sache. Il est sous mandat d'arrêt. Et il sait que le Conseil constitutionnel examine les candidatures. Le Conseil constitutionnel examine les candidatures. Donc, Bon, mais vous encore au pouvez niveau être de, candidat. pardon, puisque vous parlez de, comment on appelle ça, du mandat d'arrêt, hein, voilà, il court un mandat d'arrêt, voilà, ça c'est vrai en plus, prononcé par Okongakala, mais après je crois qu'il y a eu des négociations où il était dit que son mandat d'arrêt était levé, c'est ce que j'avais cru comprendre. Bon, après, je ne sais pas si au niveau du tribunal, ben, les hommes du pasteur Ntoumi s'y sont rendus pour vérifier si réellement ce mandat d'arrêt avait été levé. Bon, ça, je l'autre pas là-dedans, c'est à monsieur Mais, Frédéric Vitsamou de peut-être présenter voilà, son statut et pourquoi pas ce qu'est devenu ce mandat d'arrêt pour rassurer, bien sûr, ses électeurs, si tant est qu'il aura, voilà, qu'il ira juste, jusqu'à l'élection présidentielle. Et donc, vous disiez, il court un mandat d'arrêt. Et ça peut poser problème au niveau de la validation de sa candidature de au sa niveau du candidature. Conseil. Voilà. Donc, il pourrait être éliminé au niveau du Conseil constitutionnel qui va dire, bon, ben voilà, c'est bien beau, vous êtes porté candidat, mais vous ne remplissez pas les conditions. Voilà. Il y a un arrêté contre vous. Vous ne pouvez pas être un président qui est un repris de justice ou vous ne menacez pas la justice. C'est pas possible. Bon, s'il est éliminé à ce niveau, à lui de comprendre ce que c'est que les textes administratifs. Mais s'il pousse, il exprime une humeur de mécontentement et autres, cela peut déboucher à des interprétations par ses supporters, par les supporters du PCT et autres, vous voyez. Donc, il faut dire que si cet arrêté ou ce mandat d'arrêt n'a pas été levé, il faut dire qu'on est dans des pratiques pécétistes dangereuses qui va conduire le pays dans des situations inextricables. Et c'est méchant de réfléchir de cette façon. Oui, bien aussi, il faut peut-être qu'on regarde l'autre cas de figure. Dans le cas où, par exemple, bon, c'est possible avec le PCT, il faut s'attendre à tout. Il est possible qu'on valide évidemment sa candidature pour donner l'impression qu'il y a la démocratie et qu'il y aura élection. Une fois arrivé à l'élection présidentielle, bon, je l'ai toujours dit, hein, mettez n'importe qui face à Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville dans une élection démocratique, transparente, Sassou Nguesso sera battu à plat couture. Mettez n'importe qui, même un fou. Après, on va me dire que j'exagère, mais même un fou va gagner. Or, il se trouve que Denis Sassou Nguesso, tout le monde le sait, n'a jamais gagné une élection présidentielle. Et ce qu'il fait, c'est de nous présenter ou de publier ses résultats à lui, qu'il a déjà dans la poche. Et c'est ce qui risque d'arriver. Même si Frédéric Winsamou gagnait l'élection,
Sassou ne l'admettra pas. Il va donc tricher. C'est là que nous nous posons la question de savoir qu'adviendra-t-il à ce moment-là. Oui, mais On nous prépare une situation conflictuelle. Oui, Une situation Benoît Youlou. Écoutez, bon, déjà le principe du MPA et de la plateforme, je présume, suppose que les élections pour nous, c'est un non-sens. Mais si d'aventure on allait aux élections, il y a des préalables que nous avons au niveau du MPA. Bon, maintenant, ces préalables, nous les avons définis. S'il faudrait que je les énonce, je le ferai tout à l'heure. Mais je vais en arriver directement à la conclusion. Mais enfin, supposer que Sassou et Toumi arrivent donc en tête de liste et qui gagnent, que Sassou gagne les élections, ou alors non, Toumi gagne les élections et que Sassou les conteste. Ça signifie qu'il y a une clé Damoclès, c'est-à-dire un piège tendu qui voudrait que le pays s'embrase. Donc le Congo, Oui, parce que là, ça pose quand même un problème de sécurité, un voilà, problème de une menace sécurité. même. Ça signifie quoi? Ça signifie vis repetita. Donc la guerre encore dans le pôle, parce que Toumi va chercher À à contester. défendre ses droits. Mais si compter, ça signifie quoi? Qu'il se retire encore dans le maquis, c'est-à-dire aller dans la région de Pôle. Bis repetita, je reviens une fois de plus dessus. Donc, c'est encore une situation d'embrasement du pays. Est-ce qu'un système démocratique est celui qui organise des élections pour qu'il y ait des conflits? Non, évitons cela. Cessons de rêver vraiment que les Congolais prennent conscience qu'il faudrait que Sassou parte du système. Parce que là, il est en train de nous léguer un héritage qui n'est pas pour sécuriser le pays. Il est en train de nous léguer un héritage qui serait presque l'équivalent de la situation au Rwanda. Il ne faudrait pas que le Congo s'embrasse parce qu'un homme nous aurait légué un cadeau empoisonné. Sassou a 80 ans. Il faudrait qu'on pense à l'avenir de ce pays. Il y a des gens qui l'ont même dit au cours d'un procès, quel est l'avenir d'Mbouchi? Mais c'est grave quand on raisonne en ces termes-là. Quel est l'avenir d'Mbouchi? Ça signifie quoi? Ils savent qu'ils ont mal fait, ils ont mal géré, et que demain, ça leur tombe au pont au nez. S'il arrivait d'aventure qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne le pouvoir, il y a risque d'embrassement de ce pays parce que les gens de Sassou et le PCT, son système, ont confisqué tous les moyens de la République. Ils ont l'argent confisqué dans les paradis fiscaux et demain, s'ils ne sont plus aux affaires, ils vont déstabiliser le pays comme ils ont l'habitude de le faire. Ils vont chercher à ramener cet argent au pays pour provoquer des situations graves, des troubles graves. Donc, on risque de subir la situation du Rwanda. Est-ce que le Congo a besoin de ça? Est-ce que c'est l'héritage que ça se voudrait vraiment nous léguer? Non, il faudrait nécessairement que le peuple congolais prenne conscience. Parce que, tirant-en des conséquences avant qu'il ne soit trop tard, quand les gens de haut niveau vous disent au cours d'un procès rendu public quel est l'avenir d'Embouchi, alors qu'ils sont aux affaires, ça suppose donc qu'ils en prennent conscience du mal, du tort qu'ils ont créé au peuple congolais. C'est donc ensemble que nous devons remédier avant qu'il ne soit trop tard. Il faudrait qu'on remédie à cette situation-là. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans, Sassou, il appartient à l'homme, il est au passé. C'est un homme du passé. Pour lui, ce n'est plus une préoccupation majeure. Il entend tout Vous simplement êtes en train de dire, pour le Parti congolais du travail, le pouvoir n'est plus une affaire de de responsabilité, raison plutôt de privilège, parce de qu'il faut continuer privilèges à particuliers, tout bénéficier de simplement. ces privilèges. Eh oui. Jean-Paul Ebenga, oui, lorsqu'on a analysé tous ces aspects qu'on vient d'évoquer autour, bien sûr, de la candidature de Frédéric Vitsamo, on a parlé du mandat d'arrêt qu'il court. Bon, encore, on va chercher à vérifier si ce mandat avait été levé, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai cru savoir que ce mandat aurait été levé. C'est ce qu'ils avaient déclaré lors des négociations. Bon, bref, c'est donc aux partisans de Ntomi de nous dire, de nous rassurer à ce niveau. Nous avons pris aussi un autre aspect dans le cas où sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel et qu'ils aillent à l'élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso. J'ai répété tout à l'heure que n'importe qui devant Sassou Nguesso va gagner, c'est-à-dire Sassou sera perdant, à moins qu'il triche. Mais il va tricher, comme d'habitude. Une fois qu'il a triché, le pasteur Tommy va contester les résultats. Il va chercher à défendre ses résultats. Et voilà, va lire ce que Benoît a expliqué euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut penser que finalement,
la candidature du pasteur Ntoumi, donc Frédéric Winsamo, alias pasteur Ntoumi, est une instrumentalisation du Parti congolais du travail. C'est possible que ce soit une instrumentalisation du PCT. Et ça saute aux yeux, hein, Parce que quand on tous les cas de regarde. figure montrent ici que ce n'est pas possible d'aller à l'élection présidentielle avec Sassou Nguesso et prétendre, voilà, prendre le pouvoir dans les Mais urnes. si on le dit, c'est parce que il y a des analyses qui montrent surtout la gestion du pasteur Toumi par le pouvoir en place. euh, les Congolais ont du mal à comprendre exactement. Est-ce que ce sont des partenaires qui jouent un jeu? Est-ce que ce sont des gens qui s'opposent? Vous voyez. Mais moi, ce que j'ai admiré, c'est le fait que nous ayons montré que si le pasteur Toumi était retenu jusqu'à compétir avec Sassou et que finalement on proclamait les résultats, on a montré que Sassou est déterminé à se maintenir au pouvoir. Donc il faut que ce soit lui qui soit président, qui soit élu président. Et nous avons montré aussi de l'autre côté que si Toumi, il croit qu'il a gagné et nous savons qu'il va gagner parce que la gestion du pays par le passé a été mauvaise, donc ça va perdre. Mais Toumi va dire qu'il a gagné. Pour dire qu'il a gagné, il faut que les conditions soient transparentes parce qu'il va s'accrocher au résultat. Il saura que le résultat est en faveur de lui, en sa faveur. Vous voyez? Mais là, ce ne sera pas Tomi seul qui va dire c'est moi qui ai gagné. C'est le peuple qui va se lever pour dire non, c'est Toumi qui a gagné. Donc, il ne faut pas qu'on indexe toujours l'individu Toumi en disant lui, il va réclamer sa victoire. Non, c'est tout le monde qui va réclamer la victoire au véritable gagnant qui est Toumi. Mais pour que cela se fasse, il faut que les conditions soient transparentes pour aller à l'élection présidentielle. Nous venons donc de démontrer que l'élection présidentielle actuellement est un rendez-vous auquel on ne doit même pas s'accrocher. Nous devons nous accrocher à la gestion du pays. L'élection présidentielle n'est pas l'essentiel, n'est pas l'urgence actuellement. Pas Merci. d'élection. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse donc conclure, hein. On va commencer par Benoît Youlou et ensuite Jean-Paul Ebenga et ça sera la fin de l'émission. Alors, s'il y a une conclusion, c'est tout simplement une analyse qui consiste à porter nos réflexions sur l'avenir. Aujourd'hui, se conçoit, demain se conçoit aujourd'hui, je voulais dire. Sassou est un homme du passé, il ne faut même plus parler de lui, et il faut nécessairement que les gens sachent que nous avons un pays à bâtir, et si nous devons bâtir le pays, c'est sur des bases saines, des bases sereines. Le Congo est aujourd'hui divisé, le Congo est aujourd'hui plongé dans une situation catastrophique, et pour se relever, il faut nécessairement qu'il y ait une prise de conscience. Mais la prise de conscience nécessite un travail de fond. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'opposition, et avec la nouvelle plateforme que nous avons constituée, nous pensons apporter une solution au mal du pays. Et nous avons pensé à ce qu'il y ait nécessairement une démarche qui consiste à ce que les choses se fassent par étapes. Nous allons d'abord passer par une période de bilan de la nation, après cette période de bilan de la nation qui cumulativement instaurera une transition. Ce n'est que quand nous aurons fait tout ce constat que nous pourrons envisager paisiblement des élections libres et transparentes. Mais actuellement, envisager des élections libres et transparentes, les conditions n'étant pas réunies, ce serait une trahison du peuple congolais. Et nous n'avons plus le droit de trahir le peuple congolais parce que le peuple congolais a trop souffert. Le peuple congolais aujourd'hui n'attend qu'un changement. Ça, partout où vous irez, même à nos frères du Nord, parce que les gens ont tendance à croire que c'est un pouvoir du Nord, c'est une aberration d'ailleurs de rester en ces termes-là, mais le paysan du Nord souffre au même titre que le paysan du Sud. Le mal devient endémique et c'est le peuple congolais dans sa globalité qui souffre. Le peuple congolais n'aspire qu'à une chose et il attend
un changement radical, un changement systématique et sismique. Il faut que ça change. Sinon, mes chers amis, vous savez, lui, dans sa dynamique, il entend pérenniser son pouvoir par dévolution du pouvoir en le cédant à son fils. Eh ben, on a vu l'œuvre de son fils. C'est pas pour espérer des choses meilleures. Donc, peuple congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, vous avez le droit de vous lever pour la simple raison, il y a l'article de la Constitution qui vous autorise à ce qu'il y ait une désobéissance civique et vous êtes en droit de vous lever, de vous soulever parce que le pouvoir appartient au peuple souverain et vous êtes le peuple souverain. Le pouvoir vous appartient. Le pouvoir, vous le considérez un individu tout simplement parce que tout le monde ne peut pas diriger en même temps. Et voilà pourquoi, à un certain moment, on organise des élections pour le concéder, pour permettre de transférer le pouvoir du peuple à un citoyen. Mais ce citoyen que vous avez choisi, que vous n'avez même pas choisi, mais qui s'est imposé par la force, ne vous le rend pas. Eh bien, vous n'avez qu'un choix. Il n'y a pas d'alternative. Il doit partir. Et sachez que s'il reste, le Congo ne sera plus ce que nous sommes. Il ne restera du Congo que le nom. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes ces tribulations, le Rwanda par ici, tous les conflits qui trament ou alors qui couvrent avec la République démocratique du Congo, tout ce qu'il y a de malsain, nous devons dire non. Et c'est maintenant ou jamais. Comme on dit, le changement, c'est maintenant ou jamais. Je vous en remercie. Merci Benoît Youlou. Jean-Paul Ebenga, à vous de conclure. Je vais, je vais essayer d'être bref puisque tout a été dit. Nous allons terminer par un appel au peuple congolais de se ranger derrière la plateforme qui constitue les forces du changement. Je lance un appel solennel au peuple congolais de se mettre derrière les forces du changement pour apporter le changement au Congo. Si le peuple congolais voudrait atteindre son bien-être, c'est par le canal des forces du changement, aujourd'hui animé par le président Clément Mierassa. Nous Merci. allons le faire dans la Oui, paix et cela nécessite la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et nous allons demander aussi à tous les citoyens qui constituent les forces de sécurité et de défense de notre pays, il est grand temps de retirer le droit de vote à ces citoyens parce qu'ils doivent adopter une attitude républicaine. Ils ne devront plus voter parce qu'ils ne vont pas voter pour un individu. On craint qu'ils ne soient derrière un individu alors qu'ils doivent être derrière la République. Et ce sont eux qui défendront la Constitution. Et la Constitution que nous allons concevoir ensemble. Merci Jean-Paul Ebenga. Je rappelle que vous êtes délégué général du mouvement pour agir, le MPA, et Benoît Youlou, contrôleur interne des finances du mouvement pour agir, MPA. Grand merci d'avoir disposé ce temps et de répondre à nos questions. Ça a été encore un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. Plaisir est partagé, mon cher Je Christian l'ai Père. partagé, mon frère. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé et dites tout en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci.